Bonjour et bienvenue dans Voir le monde autrement, votre rendez-vous hebdomadaire pour comprendre l'actualité mondiale avec clarté, sans parti pris. Chaque semaine, nous faisons le point sur les faits marquants aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, en Afrique, en Asie et au Proche-Orient, pour vous offrir une vision globale, équilibrée et indépendante de l'information. Cette semaine, l'actualité internationale s'organise autour d'opérations militaires, de négociations et d'initiatives diplomatiques au Moyen-Orient. Ces évolutions ont été accompagnées par des perturbations des flux énergétiques, des ajustements économiques et des décisions politiques dans plusieurs régions. Parallèlement, des enjeux sécuritaires, industriels et institutionnels ont marqué différentes zones du monde. Alors Chloé, que s'est-il passé cette semaine aux États-Unis d'Amérique? Aux États-Unis, Donald Trump a indiqué que des discussions avaient eu lieu avec l'Iran, mentionnant des points d'accord majeurs, avec des échanges conduits notamment par Steve Witkoff et Jared Kushner. La Maison-Blanche a également déclaré que Donald Trump frapperait l'Iran plus durement si Téhéran n'acceptait pas l'idée d'avoir été défait militairement. Par ailleurs, Donald Trump a annoncé une pause de 10 jours dans les attaques visant les installations énergétiques iraniennes, tout en indiquant que les discussions se poursuivaient, et l'émissaire américain Steve Witkoff a précisé qu'une liste d'actions en 15 points avait été transmise à l'Iran. Dans le même temps, Marco Rubio a déclaré que les États-Unis pouvaient atteindre leurs objectifs militaires sans déploiement de troupes au sol. Sur le plan intérieur, plus de 100 responsables aéroportuaires ont demandé au Congrès de mettre fin à l'impasse budgétaire affectant environ 50 000 agents de la Transportation Security Administration, avec des files d'attente prolongées dans les aéroports. À Boston, un juge fédéral a bloqué une politique de l'administration liée à l'opération Paris, susceptible d'affecter jusqu'à 100 000 réfugiés sans statut de résident permanent. Enfin, sur le plan économique, Mary Daly, présidente de la Réserve fédérale de San Francisco, a indiqué qu'il n'existait pas de trajectoire unique pour les taux, tandis que Michael Barr a évoqué la possibilité de maintenir les taux en raison d'une inflation supérieure à l'objectif. Le taux moyen des prêts immobiliers à 30 ans a atteint 6,38% selon Freddie Mac. Concernant l'Amérique latine, En Amérique latine, en Colombie, un avion militaire transportant 125 personnes s'est écrasé dans l'Amazonie, faisant au moins un mort, 77 blessés hospitalisés et 47 personnes portées disparues. En Haïti, un rapport des Nations Unies indique qu'environ un habitant sur 4 vit dans des zones contrôlées par des gangs, tandis que les États-Unis ont offert jusqu'à 3 millions de dollars pour des informations sur les finances de groupes tels que Vivre Ensemble et Grand Griffe. Au Mexique, Claudia Sheinbaum a engagé des discussions pour le retour d'experts internationaux dans l'enquête sur la disparition de 43 étudiants dans l'État de Guerrero et a confirmé le maintien de l'accord sur les médecins cubains. Au Brésil, Petrobras a décidé de ne pas augmenter à court terme les prix du diesel, tandis qu'un plan de soutien aux États a été annoncé pour faire face à la hausse des prix. Le Brésil a également attribué une concession de reforestation de 145 000 acres en Amazonie à la société Regreen. En Argentine, une cour d'appel fédérale américaine a annulé un jugement de 16,1 milliards de dollars lié à la nationalisation d'YPF et le gouvernement a autorisé un mélange d'éthanol jusqu'à 15% dans l'essence. Enfin, Jair Bolsonaro a été placé en assignation à résidence à son domicile pour une durée d'au moins 3 mois après une sortie d'hospitalisation. qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, Agatha? Dans l'Union européenne, la Commission européenne a indiqué que l'accord de libre-échange avec le Mercosur s'appliquerait à titre provisoire, avec des ratifications déjà effectuées par l'Argentine, le Brésil et l'Uruguay. Par ailleurs, la Commission a reporté la présentation d'une proposition visant à interdire les importations de pétrole russe, tout en poursuivant les discussions. La Commission européenne, sous la responsabilité de Teresa Ribra, a également rencontré les dirigeants de Google, Meta, OpenAI et Amazon dans le cadre du suivi des activités liées à l'intelligence artificielle. L'Agence européenne des médicaments a signalé une pénurie d'un traitement anticancéreux de Baxter pouvant durer jusqu'au début de l'année 2027. À Anvers, en Belgique, un véhicule a été incendié dans une attaque qualifiée d'antisémite présumée, avec l'arrestation de 2 mineurs. Sur le plan économique, la Commission européenne a constaté une baisse de la confiance des consommateurs dans la zone euro, tandis que Valdis Dombrovskis a évoqué un risque de stagflation avec un impact potentiel de 0,6 points sur la croissance. La Banque centrale européenne, par la voix de Joachim Nagel, a indiqué qu'une hausse de taux restait une option, tandis que Philippe Lane a évoqué un gain potentiel de productivité supérieur à 4 points sur 10 ans grâce à l'intelligence artificielle. Sur le plan réglementaire, l'Agence européenne des produits chimiques a soutenu une interdiction large des PFAS, et la Commission européenne a ouvert une enquête visant Snapchat dans le cadre du Digital Services Act. Enfin, l'Union européenne a conclu un accord provisoire sur la réforme du système douanier,
prévoyant des amendes pouvant atteindre entre 1% et 6% du chiffre d'affaires en cas d'infraction répétée. Et en Afrique, Mia, quelle nouvelle marquante? En Afrique, au Soudan, une frappe de drone contre un hôpital a fait 70 morts, dont des femmes, des enfants et du personnel médical, selon des responsables onusiens. Au Tchad, environ 2300 réfugiés soudanais, majoritairement des femmes et des enfants, ont été relocalisés depuis la frontière avec le Soudan, tandis que l'armée tchadienne se préparait à sécuriser la zone. Au Nigeria, 9 soldats ont été tués dans une attaque menée par des hommes armés dans l'État de Kebbi. Dans le domaine énergétique, la raffinerie Dangote au Nigeria a porté ses exportations de produits pétroliers à environ 214 000 barils par jour en mars, contre environ 100 000 en février. En Afrique du Sud, la Banque centrale a maintenu son taux directeur à 6,75% et Itochu ainsi que la Jogmec ont investi 89,4 millions de dollars supplémentaires dans la mine de platine Platrif. Par ailleurs, l'Organisation internationale pour les migrations a indiqué qu'un naufrage au large de Djibouti avait fait 9 morts et 45 disparus. Et maintenant, tournons-nous vers l'Asie avec Méline. En Asie, en Chine, les autorités ont relevé les plafonds des prix du carburant tout en limitant leur hausse, et le ministre du Commerce Wang Wentao a indiqué être disposé à renforcer la coopération économique avec les États-Unis. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a appelé à l'ouverture de pourparlers de paix lors d'un échange avec son homologue iranien. Au Japon, l'association pétrolière a indiqué envisager des approvisionnements alternatifs en provenance d'Amérique du Nord, tandis que la première ministre Sanae Takeshi a demandé une libération de stocks stratégiques et les règles sur les centrales à charbon ont été assouplies. En Corée du Sud, le président Lee Jae-myung a appelé à une campagne nationale d'économie d'énergie, tandis que des mesures d'urgence incluent un rachat obligataire de 5 000 milliards de wons. En Inde, les autorités ont sécurisé environ 60 jours d'approvisionnement en pétrole, demandé aux industriels d'optimiser leur production et maintenu un objectif d'inflation à 4%, tout en réduisant les droits d'accise sur les carburants. Enfin, les Philippines et la France ont signé un accord militaire et le président Ferdinand Marcos Jr. a indiqué que le sommet de l'ASEAN serait recentré sur les enjeux énergétiques et alimentaires. Qu'en est-il du Proche-Orient, Karim? Au Moyen-Orient, l'armée israélienne a indiqué mener des frappes à Téhéran, tandis que des roquettes ont été tirées depuis la région de Rabia, en Irak, vers une base américaine dans le nord-est de la Syrie. En Irak, 4 suspects ont été arrêtés en lien avec cette attaque. Bahreïn a soumis au Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution autorisant l'usage de tous les moyens nécessaires pour sécuriser la navigation commerciale dans le détroit d'Ormuz. Les Émirats arabes unis ont indiqué être prêts à participer à une force maritime multinationale pour escorter les navires. Les Houthis du Yémen ont déclaré être prêts à intervenir militairement et ont évoqué le détroit de Bab al-Mandab comme point de pression. Sur le plan diplomatique, l'Iran a examiné une proposition américaine de fin de guerre transmise via des médiateurs, notamment le Pakistan, comprenant 15 demandes. Des messages ont également été transmis entre Washington et Téhéran via plusieurs acteurs, dont la Turquie. Enfin, l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que les routes d'approvisionnement en matériel médical depuis les Émirats arabes unis vers le Liban et la Syrie étaient perturbées. L'actualité internationale de la semaine s'organise autour d'un ensemble de dynamiques liées au conflit au Moyen-Orient, avec des interactions entre opérations militaires, initiatives diplomatiques et enjeux énergétiques. Ces évolutions ont été accompagnées par des ajustements économiques, sécuritaires et politiques dans plusieurs régions, ainsi que par des repositionnements d'acteurs étatiques et institutionnels. Dans l'ensemble, les faits observés traduisent une période marquée par des équilibres en évolution dans différents domaines et à plusieurs échelles.